avec nous un qui se passionne pour ce qui se passe au Vatican et sur le pouvoir des papes et la succession des papes. Alain Promkin est avec nous. M. Promkin, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Il y a une part, je disais, de mystère quand même. On a vu le film, certains d'entre nous avons vu le film Conclave. Dans quelle mesure, là, il y a des tractations? Il y a des pouvoirs occultes, peut-être, financiers, politiques, qui essayent d'influencer. Comment vous décririez les prochains 48 heures? Ce qui va se passer, c'est que la campagne électorale est déjà commencée depuis au moins 2 à 3 ans. On a le cardinal Parolin, qui est un des favoris, qui régulièrement était toujours avec le pape et faisait le tour de la planète. Donc, ça lui permettait de rencontrer les cardinaux qui sont un peu partout. On en a en Mongolie, on en a au Japon, en Australie, on en a en Amérique du Sud. Il les rencontrait souvent. Comme le cardinal Tagle aussi, qui avait un dicastère important. Donc, la campagne le Parolin, est déjà dont vous m'avez parlé, là, oui. Ça, tout le monde parle de lui. Oui. Est-ce que c'est plus... On le voit à l'écran. Est-ce que c'est très probable ou, dans le fond, on ne le sait pas? C'est dans le très probable. Déjà, en 2017, je le disais, c'est lui un des favoris pour le prochain conclave. Pourquoi? Parce qu'il rencontre tout le monde, parce qu'il est de toutes les décisions importantes et parce qu'il est le premier ministre du Vatican. Et en plus, il est le camerlingue au niveau du vote des candidats. Et en plus, les fake news ont commencé à circuler sur lui, sur son état de santé. Donc, ça veut dire qu'il est dans les probables. Parce qu'on a évoqué en disant, bien, écoutez, il a fait une crise de haute pression, les médecins sont venus, sont intervenus sur lui, alors que c'était faux. Il a quel âge, lui? 70 ans. Il est exactement dans le groupe d'âge dominant. Parce que environ 56 à 60 des cardinaux ont entre 70 et 79 ans. Bon. Qu'est-ce qui est en jeu actuellement? Est-ce que l'Église se retrouve devant une croisée des chemins, que lui, il est plutôt réformateur comme François était, plutôt près des gens? Est-ce qu'au contraire, l'Église pourrait se tourner vers quelqu'un qui voudrait faire reculer l'Église, ou enfin la refermer un peu? Là, on parle plus du cardinal Erdo, le cardinal hongrois, qui a une autorité académique forte et qui, en plus, a été nommé par Jean-Paul II et rendu, je pense, lui aussi autour de 70 ans, et qui parle 8 langues et qui, de tous les grands synodes, il est là et c'est lui le rapporteur officiel. Donc, lui aussi connaît tous les cardinaux au travers de la planète. Plus traditionnaliste. Il est beaucoup plus traditionnel. Il a contesté le pape sur la question de l'immigration. Il est près du premier ministre ou du président Orbán de Hongrie. Donc, il est plus traditionnel. Parce qu'il ne faut jamais oublier les Américains. Les Américains, dont le président Trump a dit, écoutez, le cardinal de New York, le cardinal Dolan, serait un bon choix. Je ne sais pas si ça l'a discrédité, mais on parlait de lui. Il ne faut jamais oublier une chose. On parle souvent des conclaves, celui de 1922, mais on oublie qu'en 1922, le Vatican n'avait pas d'argent pour faire le conclave. On a demandé de l'argent à Washington et Washington a envoyé, je ne me souviens plus, c'est 200 000 ou 400 000 $ pour tenir un conclave. Il y a toujours l'influence de l'argent aussi. Donc, voir si ce sera plutôt les réformateurs, en tout cas les plus ouverts, ou les traditionnalistes qui vont gagner. Mais l'autre question, oui. Le pouvoir actuel d'un pape sur la planète reste énorme. Qu'on soit croyant ou pas, catholique ou pas, c'est un phare moral. C'est énorme comme pouvoir, le prochain. Et c'est même diplomatique. Ça veut dire, quand tu as la guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine, le pape, par ses interventions, par ses cardinaux, a fait libérer des prisonniers, autant des soldats russes que des soldats ukrainiens. Quand tu as la crise à la bande de Gaza, il a fait sortir des enfants pour qu'ils soient soignés dans les hôpitaux, dont les hôpitaux à Rome. Et quand le pape ou la diplomatie vaticane dit on veut s'asseoir et discuter avec tout le monde est là. Poutine a rencontré le pape. Le président Trump a rencontré le pape. Tous les présidents rencontrent le pape parce qu'ils savent qu'à cet endroit-là, même on a vu Zelensky discuter avec M. Trump lors des funérailles du pape François. Donc, cette caractéristique-là est importante. Même, on parlera même juste à Cuba. Il y a eu des rencontres à Cuba. L'Église, de tout temps, a servi de médiateur. Ce n'est pas pour rien qu'à l'ONU, l'Église catholique ou le Vatican a un siège, mais sans droit de vote. Mais ça reste donc, vous dites, un personnage extrêmement important dans le système international. Alors, je reviens à ma question. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de forces, je dis occultes, là, mais qui ne lèvent pas la main, que ce soit des forces financières, des États, qui essayent, par l'entremise de leurs cardinaux, de faire jouer leurs influences? Est-ce qu'on est en train d'assister à ça aussi? Il y a ça aussi, mais ça a été mis de côté, disons, au début des années 1900, parce que jusqu'à 1916, de mémoire, la France, l'Autriche et l'Espagne pouvaient avoir un droit de veto sur certains cardinaux en disant ils ne deviendront pas papes.
On oublie ça. C'est une longue histoire et ça progresse tranquillement. Même si on enlève ce droit-là, est-ce que des forces, comme je pense toujours au M. Trump qui a dit, lui sera un bon choix, est-ce que ça peut venir influencer? On pense à la Chine. La Chine qui a maintenant un cardinal, le cardinal de Hong Kong, est-ce qu'on va lui mettre de la pression? Et c'est des questions qu'il faut se poser. Mais actuellement, ce qu'on sait, c'est que pas de cellulaire, pas de télévision, il n'y a rien pour parler, pour interférer. S'il y en a, c'est un péché... d'excommunication. D'excommunication. Mais apparemment, il y en a déjà eu, mais là, si on trouve, ça ne va pas bien du tout. Je reviens au film. Un petit conciliabule, là, il y a des leaders. Parce qu'ils ne se connaissent pas aussi bien que dans l'ordre d'autres conclaves, n'est-ce pas? Non, ils se connaissent pas. Et ce qu'on voit ce qui me fait le plus penser au Vatican, c'est quand on les voit discuter dans les marches d'escalier. Parce que quand on va au Vatican, puis il y a des discussions souvent entre les journalistes, et quand les gens veulent se parler, ça se fait dans les marches d'escalier. Donc, il y a quelqu'un, à quelque part, qui a dit les conversations là, et ça, pour moi, ce passage-là semble réel parce que je l'ai déjà vu, les gens vont discuter là. Mais il faut reconnaître que dans le film, bon, il y a certaines énormités, enfin, au niveau du... je ne veux pas rentrer dans les détails du cardinal in pectore, mais il y a des nuances à apporter importantes. M. Bronkin, votre pif vous dit donc peut-être Pietro... Paroline. Combien de temps? Assez rapidement, 2-3 jours? Si c'est Paroline, parce qu'il est vraiment une figure de proue, à ce moment-là, on parle de 2 jours, maximum 3. Parce que le premier vote, celui d'aujourd'hui, c'est celui où on vote pour les amis. C'est un vote, comme on dit... De cœur. De cœur. Et puis après ça, même le pape François, dans son autobiographie, dit, écoute, après ça, c'est les votes par dépôt. C'est quoi un vote par dépôt? C'est quand on ne sait pas pour qui voter, bien, on en prend un au hasard. Merci beaucoup d'être nous voir. On va suivre ça cette semaine, bien sûr. Mesdames et messieurs, vous avez des questions, des commentaires. Voici nos adresses.